Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous RH Emploi. C'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bonne nouvelle, les stagiaires et les alternants expriment une motivation en hausse selon une enquête Happy Trainees. On en parle justement avec Laurent Labbé, le cofondateur de Choose My Company. Justement, c'est un label et on en parlera avec lui dans quelques instants. Un jeune, une solution, chaque semaine, une entreprise engagée pour l'emploi va nous parler de ses offres. Aujourd'hui avec le CEO d'Apex Solutions, il sera notre invité. Le cercle RH, notre débat, un salarié en forme physiquement est un salarié plus performant, plus motivé. On fera le point avec des experts et des spécialistes, notamment des représentants de l'entreprise Point P. Parler de sport en entreprise, c'est aussi un vecteur de prévention des maladies. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, on parle recrutement chez Mazars, secteur finance, 1000 en recrutement et ce n'est pas fini. Ce sera à la fin de notre émission. Tout de suite, c'est bien dans son job. Degreed, plateforme d'apprentissage personnalisée pour développer aujourd'hui les compétences de demain. Bien dans son job, on parle aujourd'hui d'un train qui arrive à l'heure, d'une bonne nouvelle. C'est vrai qu'on parle souvent de difficultés, de problèmes dans l'entreprise. Là, on va parler des stagiaires, des alternants. Ils ont été sondés et ils ont une motivation en hausse et jugent d'ailleurs même que les relations managériales sont meilleures qu'avant la crise. Voilà une bonne nouvelle et on en parle avec Laurent Labbé. Bonjour Laurent, cofondateur de Choose My Company. Et on va parler de cette enquête Happy Trainees, qui est une enquête de label. Votre structure labellise, on est d'accord ? Oui, Choose My Company, ça a 10 ans. On est une entreprise à mission qui a pour finalité d'améliorer la relation au travail. Et on a un certain nombre de démarches, dont Happy Trainees, qui visent à sonder le ressenti des stagiaires et alternants pour Happy Trainees, mais aussi de collaborateurs pour Happy at Work. Et ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment ils se sentent réellement dans leur travail, dans leur mission. Donc la bonne nouvelle, les grands traits de cette étude Happy Trainees sur ces stagiaires, c'est qu'ils sont quoi ? Ils se sentent bien, ils ont l'impression d'avoir été accompagnés, d'avoir appris des choses. Oui, alors nous, ce qu'on va évaluer à travers Happy Trainees, c'est 6 dimensions. C'est la reconnaissance, la fierté, le plaisir, l'environnement de travail, le management et la motivation, à travers 18 questions, très simples. Et sur ces 18 questions, ils sont 83% à exprimer leur motivation, leur engagement vis-à-vis de leur employeur et de leur mission. Est-ce que vous avez un tableau de bord qui vous permet de comparer, de se dire, tiens, avant la crise, les stagiaires, on se souvient des manifestations d'il y a une dizaine d'années presque, on mettait le masque, les stagiaires manifestaient, ça a évolué ? C'est mieux ? Alors en 10 ans, ça a nettement évolué. Il y a 10 ans, les stages étaient souvent perçus comme les stages café, photocopieuse ou pas du tout payés par rapport aux stagiaires. En 10 ans, ça a très nettement progressé. Alors la crise a mis un petit coup d'arrêt à la motivation, à l'engagement. On a eu 20% de stagiaires en moins pendant cette période aussi. Même si il faut saluer quand même les entreprises qui ont maintenu et renforcé leur rôle social pendant cette période-là. Mais là, on a retrouvé des niveaux qui étaient d'avant-crise, c'est-à-dire 81-83% de satisfaction. Alors, on va revenir sur le palmarès parce qu'il est très vaste, parce que vous l'avez fait dans les très grandes entreprises, dans les moyennes, les ETI, et vous êtes allé jusqu'à un niveau de détail des petites entreprises. On verra ce palmarès, mais vous avez évoqué les 83% de stagiaires qui se disent satisfaits, puis il y en a 88, et c'est un score supérieur. Et là, c'est intéressant, qui considèrent qu'ils ont retrouvé de la motivation grâce à leur manager. Exactement. Et ils ont souvent été, même sur ce plateau, pointés du doigt, ces managers, pendant le Covid. Ils ont quand même bien fait leur boulot de ce côté-là. Oui, globalement, c'est une compétence qui s'améliore dans les entreprises. Les managers sont mieux formés, mieux préparés à recevoir des étudiants, qu'ils soient stagiaires ou alternants. Ils sont meilleurs notamment dans la fixation des objectifs, bien meilleurs aussi dans le feedback, qui est un des éléments très très appréciés des stagiaires et des alternants. Ça a été un peu plus difficile cette année, et encore pire l'année précédente, pour intégrer dans la structure les étudiants. Donc ça, c'est peut-être le point d'amélioration et le point de vigilance, puisque ça impacte aussi toute la relation à la structure, la culture, mais aussi le sens, la relation avec les collègues qui sont très importants dans la motivation. Oui, c'est notamment chez les jeunes, parce qu'on avait l'impression au départ, pendant le Covid, que les jeunes étaient contents de rester chez eux. Pas du tout. Non. Les jeunes disaient non, mais je voudrais retourner dans la boîte. Les jeunes sont la catégorie de salariés qui a le plus souffert de la distanciation, parce qu'ils ont besoin d'avoir un lien social, ils ont besoin d'un encadrement pour rentrer
dans le monde professionnel et ils ont souffert de ça. Les jeunes livrés à eux-mêmes, c'est pas forcément bon parce qu'ils se perdent, ils se motivent plus, ils dépriment un peu et c'est pas bon pour l'entreprise. Précisons qu'il y a eu 37 000 stagiaires et alternants qui ont répondu, donc c'est un panel assez important. Quelques mots, parce que je voudrais qu'on voit ensemble quand même le palmarès. On a pris les 3 premiers, parce que vous avez, dans l'étude, il y a les 10 premiers par catégorie. On a choisi dans la partie Happy Trainers des entreprises de plus de 1000 stages alternants par an, qui sont des grosses boîtes, et on le découvre, ce palmarès. Un Décathlon, ils sont venus sur notre plateau, et c'est vrai qu'il y a un vrai travail. Entreprise jeune, assez fun, assez dynamique. EDF, très intéressant, EDF, tiens. Et BNP Paribas, qui est une banque. Comment vous le regardez, votre palmarès sur les grosses entreprises? Puis EDF, on est un peu surpris. On se dit, tiens. Alors déjà, il n'y a pas que les grosses entreprises, je vais dire, mais oui, sur 40 000 étudiants, on a sondé à peu près 700 entreprises. C'est vraiment tout type d'entreprises. Les grosses entreprises, elles sont fortes, les moyennes et les petites aussi, mais pas forcément sur les mêmes aspects. Globalement, la performance est la même en termes de score, mais pas pour les mêmes critères. Dans les grosses entreprises, ce qui est apprécié, c'est justement la qualité de l'intégration, c'est les avantages et la rémunération, c'est l'envie d'embauche. Il y a quand même un peu de sécurité de l'emploi qui joue, la notoriété de l'entreprise, la fierté sur les produits et les services. C'est intéressant ce que vous dites parce que souvent, ce n'était pas le cas il y a 10 ans justement, mais aujourd'hui le stage, c'est un peu presque la pré-embauche, quoi. On teste le collaborateur, on se dit lui, il nous plaît. On ne l'embauche pas tout de suite, mais un stage et derrière, c'est un peu ça maintenant la logique. C'est complètement ça. On a 80% des étudiants qui souhaitent être embauchés. Donc ça veut dire aussi, dans l'entreprise qui les accueille, donc ça veut dire que les entreprises les préviennent que si ça se passe plutôt bien, elles seront embauchées. C'est clairement un levier de recrutement et d'attractivité. Et dans une période de guerre des talents telle qu'elle est repartie, suite à la crise sanitaire, on est exactement dans ce contexte-là. Donc il y a un enjeu, si je peux me permettre, de motivation pour le stagiaire. Bien sûr, il faut qu'il ait envie de rester. Voilà, s'il sait qu'au bout de 6 mois ou 3 mois, il y a peut-être une embauche, en général, on donne plus que lorsqu'on faisait un stage un peu Kleenex. On faisait son stage et puis on quittait la boîte parce qu'on savait qu'il n'y avait pas d'avenir. C'est quoi la différence? Vous l'évoquiez tout à l'heure entre les grosses structures dans ce palmarès Décathlon, EDF, BNP et les plus petites structures. Elles n'ont pas le gros CE, elles n'ont pas la marque employeur qui va bien, mais elles arrivent à attirer aussi? Oui, elles attirent beaucoup parce qu'elles ont souvent des projets d'entreprise qui sont plus identifiables, des projets à impact sociaux et environnementaux qui sont mieux définis. Beaucoup de startups se montent sur ces sujets-là. Il y a une proximité avec le manager ou avec la direction qui est plus forte et donc le sentiment pour les étudiants d'avoir un impact direct sur la réussite du projet de l'entreprise. D'agir concrètement. D'agir concrètement. Et ça, c'est un des 3 leviers de motivation les plus forts, c'est l'impact. Est-ce que je sers à quelque chose? Est-ce que mon travail est utile? D'ailleurs, ce qui n'est pas toujours le cas pour les grosses structures où beaucoup de collaborateurs stagiaires alternants disent « je ne sais pas trop ce que je fais, c'est tellement énorme que je suis perdu dans le mastodonte ». Ça fait partie, ça contribue, là, ce sondage Happy Trainees, c'est de l'ESG, c'est-à-dire que pour l'entreprise, elle met aussi en avant cet élément. Elle dit « regardez, la façon dont on accueille, dont on traite, dont on accompagne nos stagiaires, c'est de l'ESG ». C'est de l'ESG. Il y a 10 ans, quand on a monté Choose My Company, c'était uniquement de la marque employeur, de l'attractivité, de la pré-embauche. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, depuis 2-3 ans, les politiques jeunes, comme d'ailleurs plus largement la manière dont on traite ses collaborateurs, c'est devenu un critère de performance de la politique RSE. Donc ce sont des critères ESG. C'est des critères d'ailleurs que les entreprises, dès 2023, vont devoir inscrire dans leur rapport de performance extra-financier et qui contribuent à leur performance RSE. Donc à travers Happy Trainees, c'est quoi? C'est un tour de chauffe parce qu'après ça va devenir obligatoire. Donc vous dites à vos clients, à ceux que vous accompagnez, déjà commencer à sonder les cœurs avant même d'être obligé de le faire. C'est la politique jeune et le rôle social de l'entreprise vis-à-vis de la jeunesse est un élément de la performance ESG. C'est aussi un des éléments de l'attractivité de la marque employeur et un critère de performance de recrutement, donc de la motivation, de la gestion de carrière, donc tout ce qu'on connaît au niveau RH. Ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Juste un mot, parce que qui est un peu décentré par rapport à votre étude Happy Trainees, mais il y a quand même beaucoup d'employeurs aujourd'hui qui accueillent des jeunes et qui disent « moi, je veux embaucher des jeunes ». Stage, alternant, en CDD, mais ils ne sont pas formés. J'ai un problème de qualité des jeunes et de leur niveau de formation. Vous le constatez, ça? Vous avez ce retour-là? On le constate. On voit que l'alternance est un petit peu moins bien appréciée par les étudiants que les stages. Donc l'alternance est un sujet un peu plus délicat pour différentes raisons. Ah oui? Celui que vous évoquez, c'est-à-dire le décalage qu'il y a entre le besoin de l'entreprise et la formation.
pas uniquement, parce qu'il y a aussi le rythme de l'alternance, la longueur de la période et les rythmes des absences et des présences qui ne sont pas simples à manager. Mais tout dépend comment c'est fait d'ailleurs, si c'est 3 jours, une semaine. Alors il y a différentes manières d'articuler, mais de manière générale, c'est assez difficile de gérer les absences et les présences, qu'elles soient courtes, qu'elles soient longues, surtout sur une période très longue. C'est plus simple dans un stage, quand on a 6 mois, on a une mission. Et on reste. On a une responsabilité, etc. C'est assez identifié. Mais ce que vous dites est vrai, et on le voit parce que beaucoup d'entreprises montent leur propre centre de formation d'apprentis. C'est vrai dans l'industrie automobile, c'est vrai dans l'aéronautique, c'est vrai dans la mode, ou dans les cosmétiques. On travaille notamment avec L'Oréal sur la création d'un centre de formation des apprentis sur les métiers de la beauté. Il y a un vrai décalage et une pénurie de main-d'œuvre et de formation sur un certain nombre de métiers. L'avenir pour au-delà de cette étude Choose My Company, c'est quoi qu'est-ce qui s'est fixé là dans les 2 années, 3 années à venir? Pour Choose My Company ? Pour vous, parce que c'est un outil ça, c'est un outil qui vous permet de pouvoir observer l'évolution en bien ou en mal. Là, en l'occurrence, c'est très positif. C'est quoi vos objectifs là Le but pour nous, c'est de renforcer le rôle social de l'entreprise et de le valoriser en tant que critère de performance extra-financier. Donc, au-delà de l'utilité de ce genre d'enquête pour attirer ou pour motiver des collaborateurs, c'est comment je montre que je suis performant socialement et comment j'en fais un critère valorisé, pas au même titre, mais au moins à mettre à côté que la performance financière. Alors, il faut préciser que vous dites ESG. Sur ce plateau, il y a des DRH qui nous parlent de RSE. On peut dire que c'est la même chose ou pas? On peut dire peu de choses près. On peut simplifier en disant que l'ESG est au volume ce qu'est le litre, c'est-à-dire que le critère de performance de la RSE, c'est l'ESG. Voilà, ça parle plus aux financiers de parler de l'ESG et ça donne une autre ampleur à la démarche. Le marché dit ESG. C'est une politique RSE qui est appréciée par des critères ESG. Allez donc voir cette étude réalisée par Choose My Company sur ce Happy Trainees, sur l'état d'esprit de ses stagiaires mais aussi de ses alternants. Et c'est plutôt positif d'ailleurs de le lire. On a tellement critiqué ou chahuté les managers que là on voit qu'ils ont aussi rempli une fonction utile d'accompagnement. C'est un vrai plaisir de vous accueillir, Laurent Labbé, cofondateur de Choose My Company, ou compagnie pour le dire en français, créée en 2011. C'est une entreprise qui a maintenant presque 10 ans, voire 11. Bientôt. Merci, à très bientôt. Puis revenez quand vous voulez nous présenter vos différentes études et indicateurs. Justement, on ne va pas être dépaysé par rapport à notre sujet. Nous sommes, vous le savez, partenaires d'un jeune, une solution. Et chaque semaine, une entreprise vient nous présenter ses engagements en matière d'emploi, notamment pour les jeunes. Et on accueille l'entreprise tout de suite. Un jeune, une solution, notre partenaire chaque semaine, une entreprise, un patron, un CEO, un DRH vient nous présenter son engagement en direction de l'emploi et de l'emploi des jeunes. Aujourd'hui avec nous, Emmanuel Lapéby. Bonjour Emmanuel. Bonjour Arnaud, merci de m'avoir invité. C'est un vrai plaisir. CEO de Apex Solutions. On va parler de vos embauches, de votre développement. Vous faites quoi? C'est passionnant ce que vous faites. Merci. Bon, c'est un peu un créneau très pointu, voilà, très fin. En fait, on développe de nouvelles approches pour gérer les risques. Alors, un risque, c'est un aléa, quelque chose de vulnérant, et puis des gens ou des structures qui subissent ce risque. Voilà, donc on essaie d'apporter nos compétences, en particulier au profit d'opérationnel. Si j'ai monté cette société en juillet 2019, c'est à partir d'un double constat. Juste avant le Covid. Oui, juste avant. Et je n'ai pas été trop impacté, Dieu merci. Voilà. Un double constat. D'abord, dans mon précédent poste commissaire à l'énergie atomique, j'ai eu la chance de piloter un projet au profit de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, un projet de recherche, ce qui m'a permis de voir que nos opérationnels ont des gros besoins. Et comme leur métier est extrêmement spécifique, il n'y a pas d'outils sur étagère pour répondre à leurs besoins. Et d'un autre côté, je me suis aperçu, toujours dans ce domaine de financement de la recherche en France, qu'il y avait de très bonnes compétences, bien sûr, en recherche, mais que ces compétences n'allaient pas jusqu'au développement d'outils opérationnels. Donc 1 + 1 = 2. Voilà, votre objectif, c'est à la fois diagnostiquer les problèmes, puis ensuite d'offrir des outils de tech, informatique. C'est quoi? C'est ça l'idée? Exactement. Donc, vous l'avez dit, donc le but est de fournir des solutions, d'où le terme solution dans le nom de l'entreprise. En allant dialoguer vraiment avec les opérationnels, notamment, c'est-à-dire en comprenant vraiment leurs besoins, ce qui n'est pas facile à exprimer forcément. Et bâtir avec eux de la recherche. Donc on fournit le meilleur de la recherche, donc des programmes innovants, en fait, des codes innovants, mais également le meilleur de l'ingénierie. Il faut que ça tourne, il faut que ce soit opérationnel. Voilà. C'est très intéressant parce que
c'est une entreprise qui est jeune, Tout à fait. qui a 2-3 salariés. Alors 2 salariés pour l'instant, salariés. le troisième arrive en février 2022 si tout va bien. Ouais. Et vous avez décidé de venir vous exprimer à la fois tant pour parler de votre entreprise, de vos solutions, parce que c'est intéressant qu'on découvre aussi ce que vous faites, et puis nous dire aussi que vous êtes confronté, comme tout chef d'entreprise qui démarre, à la question du recrutement, et on n'y est pas préparé. Non, alors c'est clair qu'en particulier moi je suis scientifique de formation, donc c'est je pas découvre votre tout. tâche première. Non. Et donc en effet, on fait activer le réseau en fait, le réseau d'universitaires, le réseau d'autres PME. Mais vraiment la plateforme une solution, quand je l'ai découverte, je me suis dit en effet c'est ça qu'il fallait. Voilà. Donc j'en ai pas profité parce que pratique, parce que facile, voilà, parce que... ça regroupe tout. Ça regroupe des offres de stage, des alternances, des offres d'emploi, et depuis peu de temps du mentorat, ce qui me paraît extrêmement intéressant d'ailleurs. C'est vrai. Et à côté de ça, moi j'avais le retour d'enseignants en école d'ingénieur ou en université qui me disaient la crise sanitaire c'est catastrophique pour les étudiants. En particulier le premier confinement, il y en a beaucoup qui lâchent, il faut faire quelque chose. Et je pense que la plateforme Un Jeune, une solution répond en grande partie à ce besoin-là. Alors, vous l'avez dit, vous vous êtes tourné vers Un Jeune, une solution, mais je dirais en deuxième temps, parce qu'au départ, vous êtes allé sur les job dating, enfin les sites traditionnels. Bien Donc sûr. là, vous avez commencé à recruter. Oui. Vous recrutez combien de personnes? Quelle est votre prospective là pour cette fin d'année et pour l'année 2022? Alors il se trouve que pour 2021 et 2022, c'est comble. Moi, j'ai commencé tout seul, donc à 100% en juin 2021. J'ai créé cette société en temps partiel pour création d'entreprise. C'est un peu particulier. Donc j'ai eu rapidement besoin d'un développeur informatique, quelqu'un qui donne des compétences également en mathématiques appliquées. Donc je l'ai trouvé. Il a été recruté au 1er octobre. Et là, j'ai dans le viseur depuis assez longtemps un jeune étudiant qui passe sa thèse en décembre dans le domaine de l'énergétique et que je recruterai, si tout va bien, donc au 1er février. Donc c'est très pointu, les profils que vous cherchez, ce sont des choses très pointues. Voilà, tout à fait. Le doctorant vous a dit quoi là, sans passer par Un Jeune, une solution? Il vous dit d'accord, j'hésite, je veux bien. C'est pas si simple d'aller dans une toute petite entreprise. Exactement, c'est du courage. C'est du courage pour Guillaume qui m'a rejoint en octobre. Il a carrément déménagé, il est venu dans le Lot. Donc en plus, moi j'habite dans le Lot, la société est près de Figeac. C'est pas si mal. C'est très agréable, mais ça peut présenter pour un jeune une petite difficulté supplémentaire. C'est vrai. Et ma foi, on s'adapte. La société a des valeurs humaines fortes. Donc je pense qu'Antoine, le deuxième futur recruté, voudra plutôt travailler sur Toulouse. Donc on va s'arranger pour trouver, pour faire en partie du télétravail, et ainsi de suite. Voilà. Très concrètement, là, aujourd'hui, vous êtes à la recherche donc, d'un nouveau collaborateur, mais vous l'avez presque trouvé. Tout à fait. Il ne vous a pas encore dit oui, mais c'est pas loin. Et ensuite, comment ça se passe pour vous, votre développement emploi? Vous avez besoin de quoi concrètement? De signer des contrats avec des services publics, avec des services publics, avec des entreprises privées, également beaucoup de recherche. Donc typiquement, là, on a un projet cofinancé par l'Agence nationale de la recherche qui démarre en janvier. C'est quoi votre programme de recherche? C'est quel thème? C'est quoi? Les explosions en milieu urbain. Ça paraît un peu brutal dit comme ça. Passionnant. Mais disons que, vous voyez Beyrouth, vous voyez AZF il y a quelques années, l'accident de la rue de Trévise à Paris, donc une fuite de gaz et ainsi de suite. On pense beaucoup aussi aux attentats. Donc en fait, il faut un outil opérationnel qui permette de calculer en globalement 1 minute sur un PC standard ce que des ordinateurs, des supercalculateurs mettent des semaines Calculer quoi? à calculer. Les zones d'effet, les zones de danger, les zones où il va y avoir des bris de vitres, ce qui intéresse particulièrement les pompiers, puisque 80% des blessures dans ce cas-là, c'est des gens qui sont à l'intérieur de bâtiments. Absolument. Et qui reçoivent des éclats de verre. Voilà. Donc ça veut dire que l'outil que vous proposez, que vous allez développer, puisqu'il n'est pas encore développé, c'est un outil qui permet aux pompiers, au moment de l'accident, d'avoir une cartographie des endroits où il peut y avoir des blessés plus qu'ailleurs. Tout à fait, aux démineurs également, quand ils ont l'impression qu'il y a un véhicule piégé, par exemple, de rapidement estimer les dégâts potentiels. Oui. Donc ça veut dire qu'il faut cartographier des endroits précis. Comment vous allez faire? Alors, donc on a quand même l'Institut... sans voler, non, sans pas du tout. dévoiler. On a l'Institut national d'information géographique et forestière, l'IGN, qui fournit des bases de données de bâtiments sur l'ensemble du territoire. Donc on se base là-dessus. Après, les modèles, c'est une certaine technicité et donc on développe des approches vraiment très, très innovantes qui seront au-delà de l'état de l'art international à la fin. Oui. Et on le fait avec une collègue qui fait des expérimentations à petite échelle, une universitaire, donc sur Bourges. Juste avant de nous quitter, ça fait quoi de passer finalement d'un état de chercheur, de salarié, je dirais, protégé, au statut dans lequel vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire venir sur un plateau de télé, expliquer que vous cherchez des salariés, des collaborateurs, c'est un choc thermique pour faire... 3 stagiaires pour 2022, donc 3 stagiaires de longue durée. Vous allez voir sur la plateforme Un Jeune, une solution. Vous êtes sur la plateforme, Bien sûr. 3 stagiaires, quel profil? Alors toujours scientifique, développement informatique également, donc ça va du
plus de science, moins de développement informatique. Il y a vraiment un geek pour créer un personnage non-joueur qu'on pourrait injecter dans nos simulations. Vous voyez, donc ça va très loin. Ah oui, donc c'est vraiment comme un jeu. Exactement, ce qu'on appelle des serious games, des jeux sérieux. Donc on va modéliser le comportement d'un être humain. Donc ce que ça fait, pour répondre à votre question, je suis désolé, j'ai digressé. Pas du tout. Ça fait un choc, bien sûr. Je m'y étais préparé, donc c'est 2 ans de temps partiel. Et puis, j'ai eu un soutien familial très très fort. C'est un petit peu fou à mon âge peut-être de lancer une entreprise, mais bon, c'était bien carré. Voilà. Être soutenu. Oui, tout à fait. Donc 3 stagiaires, résumons-nous. 3 stagiaires. Pour là, dès maintenant. Février, en général, ça démarre en février, c'est stage de fin d'études. C'est des stages de 6 mois. 6 mois. Allez donc sur le site Un Jeune, une solution qui est notre partenaire. Allez retrouver Apex Solutions avec un S, puisqu'il n'y a pas qu'une seule solution, mais plusieurs. Et vous aurez peut-être stage à votre pied en fonction de vos compétences qui sont quand même très fines et assez pointues. Oui, mais grâce à la plateforme, dans quelques minutes ou une demi-heure à peu près, j'ai quelqu'un au téléphone justement pour discuter d'un de ces stages. Donc vous voyez, ça fonctionne. Bon, écoutez, bravo pour ce que vous faites, votre engagement d'entrepreneur, de jeune entrepreneur, et puis d'entrepreneur qui va embaucher. On l'évoquait il y a quelques minutes, souvent le stage débouche sur un emploi. C'est aussi l'intérêt d'un stage. Bon retour du côté de Figeac, cette bien belle région. Merci beaucoup. Merci Emmanuel Lapéby, CEO, donc fondateur de cette société Apex Solutions, qui pourra nous rendre beaucoup de services. Vos solutions seront très utiles aux pompiers et pas seulement pour la prévention des risques, puisque c'est de ça dont il est question. Tout à fait, on l'espère. Merci de nous avoir rendu visite. Merci à vous. On fait une courte pause et on va s'intéresser à un sujet alors très intéressant. Peut-être que vous ne le pratiquez pas encore dans votre entreprise, vu sa taille, mais le sport en entreprise. Encore que vous pouvez faire une pause sur un tapis roulant. Le sport en entreprise, c'est utile, c'est important. On va en parler à travers l'expérience Point P. C'est utile pour la motivation, pour la performance, puis c'est très très bon aussi, on en parlera, pour prévenir les maladies. C'est de la prévention, le sport. On se soigne en faisant du sport, on en parle. C'est juste après cette pause. Le cercle RH, notre débat quotidien, on s'intéresse au sport. Vous allez me dire, tiens, le sport, mais oui, le travail c'est la santé, mais le sport permet d'être plus performant, d'être peut-être plus motivé. À quoi sert le sport en entreprise? Comment le pratiquer? Ça, c'est une autre question importante. Et puis, c'est aussi un sujet de prévention, parce qu'on nous dit que des salariés ou des citoyens qui font du sport limitent les maladies cardiovasculaires. Donc, on verra évidemment les 2 volets de ce débat, tant sur le volet corporate que sur le volet médical. Et l'entreprise Saint-Gobain, et notamment le réseau Point P, que tout le monde connaît pour ceux qui font un peu de bricolage, on connaît ce réseau, ont décidé de s'engager fortement sur cette question, et on en parle avec mes invités. Nicolas Godet, merci d'être avec nous, directeur général de Point P, cette marque connue, qui a pignon sur rue, et directeur général adjoint de Saint-Gobain, puisqu'on l'aura compris, Saint-Gobain dirige l'ensemble du réseau Point P, et pas seulement. C'est 11 000 collaborateurs, je dis pas de bêtises. 11 500. 11 500. Donc, depuis, vous avez recruté 500 collaborateurs depuis le moment où j'ai regardé cette fiche. Vous la connaissez, docteur Geneviève Thiocourt. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Directrice médicale et santé au travail du groupe Saint-Gobain. Donc, vous êtes partie prenante, évidemment, de ce dont on va parler dans quelques instants. Et puis, avec nous, Charlotte Ferraille. Bonjour, Charlotte. Vous êtes déléguée générale de la Fondation du sport en France. Mais j'allais dire ce qui va sans dire. Ce qui va sans dire, ou presque. Ou presque. Pourquoi il y avait un doute? Il y avait eu à une période une fondation du sport sous égide de la Fondation de France. C'est exact. Et c'est la raison pour laquelle la Fondation RUP du sport a pris le nom Fondation du sport français, pour la petite anecdote. La Fondation du sport. Nicolas Godet, juste... On aime bien, nous, ici, venir sur la naissance de quelque chose. Comment tout ça est né? Parce que vous allez nous parler de la pratique sportive en entreprise, parmi les collaborateurs de Point P. Et ce n'est pas uniquement de faire un petit footing le dimanche tous ensemble pour manger un petit gâteau à la fin et de créer du lien social. C'est quelque chose qui va beaucoup plus loin. Alors, c'est clair que le partenariat entre Point P et le sport date de toujours. Déjà en 1996, Point P était sponsor de la Coupe de la Ligue. Donc c'est une histoire ancienne, il y a beaucoup d'historique derrière. Je crois qu'à la base, il y a le partage des valeurs entre le sport et le bâtiment, entre le sport et Point P. Le bâtiment, comme le sport, c'est un métier d'effort, c'est un métier de travail, c'est un métier de collectif, et on partage beaucoup de ces valeurs entre les 2 univers.
le sport, je ferai des navettes et des va-et-vient parce qu'on voit bien l'idée comme ça du travail d'équipe, on est la main dans la main, c'est vrai sur un chantier, c'est vrai dans votre entreprise. Le sport, mais c'est un peu nouveau finalement de l'entendre, on le pratiquait le samedi et le dimanche, pas en entreprise. Oui, alors... Ça c'est nouveau. Oui, absolument. Enfin, nouveau, pas pour nous, mais ça vient d'être renforcé par la loi Santé-Travail qui demande à ce que les entreprises soient complètement partenaires des programmes de promotion de la santé en France. Et donc, c'est des programmes que l'entreprise va mettre en place pour les collaborateurs dans des domaines très différents. C'est pas uniquement, je veux dire, courir, ou ça peut être le vélo, ça peut être la natation, ça peut être la marche. Et l'intérêt de tout ça, c'est pas uniquement à titre personnel pour renforcer la performance personnelle du salarié, c'est aussi à titre collectif, parce que le sport a un intérêt tout à fait collectif. On verra que quand vous faites du sport, vous connaissez vos faiblesses, vous connaissez vos forces, mais vous apprenez à connaître l'autre, vous apprenez à le respecter. Le sport, c'est exercer une activité physique dans le sens du jeu et de l'effort, avec des challenges, avec la notion de compétition saine. Et donc, développer ça en entreprise, le courage, le dépassement, mais c'est aussi la collaboration, c'est aussi apprendre effectivement à travailler en équipe. Donc, l'écho que le sport peut donner à un salarié, c'est lui apprendre aussi à travailler en équipe et à travailler au travail dans l'intérêt de l'équipe. Charlotte Ferraille, là on voit que Point P est très en avance et on va revenir parce que j'ai vu que c'est quand même sérieux, c'est Conquête 2025. Bon là on a vraiment l'impression que vous êtes sur la ligne, vous êtes prêts avec 18 défis. Et le défi numéro 10, nous voulons des équipes solidaires ayant plaisir à travailler ensemble. Donc on voit bien le lien entre le plaisir d'être ensemble et le plaisir de faire du sport ensemble. Mais comment vous regardez cette relation entre sport et travail? Il faudrait le développer encore plus, non? Au-delà même des frontières de Point P. Il faudrait le développer encore plus. L'État a mis du temps à se rendre compte de l'impact en termes de santé du sport chez les personnes, quelle que soit leur situation. Et aujourd'hui, on souhaite développer le sport en entreprise. C'est super important à la fois d'un point de vue prévention des risques, que ce soit d'ailleurs cardiovasculaires ou des maladies chroniques de manière plus générale. Et puis, il y a effectivement cette notion pour les entreprises qui devient de plus en plus prégnante, à savoir les notions de cohésion d'équipe, etc., puisque le sport, c'est un superbe véhicule des valeurs de cohésion. On le sait dans la société, on le sait parce que le sport a des valeurs éducatives fortes, notamment dans les quartiers populaires. Bien sûr. C'est très, très important. Puis dans une entreprise, je me suis engueulé avec mon collègue juste avant parce que la palette n'est pas arrivée à l'heure, et puis après, je vais aller faire du sport avec lui. Exact. Ça permet d'adoucir un peu les choses, quoi, non? D'adoucir les choses, et puis ça permet aussi à des gens qui ne se parlent pas, parce qu'ils ont des statuts hiérarchiques tout à fait différents, de se parler, ça lisse les inégalités sociales et salariales dans une entreprise. Je citais quand même Conquête 2025, 18 défis. Donc ça, c'est la feuille de route pour qu'on soit bien d'accord chez Point P, sur l'ensemble des Points P sur le territoire ultramarin aussi, j'imagine. C'est la feuille de route. Ils ont leurs défis. Comment ça marche? Racontez-nous, comment ça fonctionne? Alors, notre programme Conquête 2025, il est né en 2016. En 2016, les 11 000 collaborateurs se sont retrouvés par grands groupes pour écrire la stratégie de Point P et les fameux 18 défis. Donc ça a été vraiment une coélaboration, une co-création qui nous a dit dans quelle direction on voulait aller. On a fait une bonne partie du chemin, mais il nous reste encore quelques années pour transformer nos essais. Juste pour ceux qui nous regardent, parce qu'on voit à peu près à quoi ressemble un Point P, pour ceux qui ont un peu bricolé, ce qui est mon cas, globalement, les équipes, comment elles s'organisent, sur où est-ce qu'elles prennent ce temps pour faire du sport, comment vous les libérez aussi, et on parlera du sport de haut niveau qui est un autre sujet, mais comment vous leur permettez, j'allais dire, de pouvoir concrètement les mettre en place, ces défis, parce que c'est bien, il faut faire du sport, mais il faut mettre les baskets, il faut se changer, il faut se doucher, il faut manger un petit quelque chose, il ne faut pas arriver au travail et sinon on s'évanouit. Comment ça marche? Alors déjà, ça marche par la motivation. Et on a eu de la chance en lançant notre premier challenge connecté juste après le premier confinement. Juste après le premier confinement, on a eu un challenge connecté. Tout le monde avait envie de recourir, tout le monde avait envie de faire gagner son équipe. Et ça a été un succès fabuleux. On en est au 3e ou au 4e actuellement. Et le fait d'avoir cette émulation collective, et ben déjà ça fait trouver le temps. Le temps, on a des horaires où on commence très tôt dans le bâtiment.
on a une pause au déjeuner et on finit relativement tôt. Vous ouvrez tôt, c'est vrai, ouais. On ouvre assez tôt, oui. Il y a Ah des oui. agences qui ouvrent à 6h30. Bah oui, pour tous les entrepreneurs et artisans qui viennent avant le chantier. Exactement. Donc en général, le sport, c'est pas tellement avant l'ouverture, ce serait plutôt à la pause déjeuner C'est ça, ouais. ou après la clôture. Et puis on a aussi fait rentrer le sport dans l'entreprise avec nos fameux athlètes. Il y aura d'autres athlètes qui vont nous rejoindre Très plus important. tard. De haut niveau, De haut niveau, des modèles. que ça soit Anne-Laure Florentin, Alexis Quincan, Jordan Boisin, ce dernier est salarié de chez Point P, ou 5 footballeuses de la D1 Arkema qui nous rejoindront dans les équipes Point P quand elles souhaiteront basculer d'une carrière dans le sport vers une carrière dans l'entreprise. Et ça, forcément, de mettre l'athlète de haut niveau dans l'entreprise, eh ben, ça embarque tout le monde. Et lui adapter son temps de travail de façon à ce qu'il puisse exercer son entraînement. Pour Jordan, il est à 37. Voilà, celui qui est salarié, bien sûr. Les autres viennent, j'imagine, en prestation, c'est-à-dire qu'ils viennent apporter quoi? Ils rentrent dans les équipes, ils peuvent. J'avais vu qu'à la SNCF, il y avait aussi des sportifs handisport qui venaient participer, même parfois à des réunions, apporter leur contribution. On va jusque-là? Tout à fait, on peut aller jusque-là. Les sportifs sont là 1 à 2 fois par mois, le cas échéant, et ils participent aux activités de l'équipe. Le but étant double, à la fois de leur offrir un financement pendant la carrière, mais aussi de préparer l'après-carrière sportive. Parce que quand on est athlète de haut niveau et qu'on a la chance d'avoir un pied dans l'entreprise, on apprend des nouveaux métiers, on apprend le fonctionnement d'une entreprise, et quand on termine sa carrière, on ne débarque pas complètement. Ça va dans les deux sens. Les sportifs sont souvent perdus quand la carrière s'arrête. C'est grand flou. Autant on disait les salariés, pour que la politique de sport en entreprise réussisse, ils ont besoin d'encadrement, ils ont besoin de leaders, et ces sportifs de haut niveau, ce sont des leaders fantastiques pour une team de salariés. Les sportifs de haut niveau réussissent très bien dans cet exercice-là. Pour autant, au moment où ils démarrent, ils ne sont pas du tout professionnels de cette activité. C'est une découverte aussi pour eux. Et ça leur permet de découvrir un métier qu'ils pourront peut-être aussi exercer plus tard. Chose qu'ils n'auraient pas faite sans le pacte de performance. Je vais me tourner vers le médecin parce que j'ai plein de questions à vous poser aussi sur l'état de santé d'une entreprise, parce qu'elle est évaluée sur les risques psychosociaux, sur l'état de santé, l'alcoolisme, enfin, ce sont des choses qui sont... Mais comment vous regardez là, ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire vous profitez aussi de l'idée d'avoir des sportifs de haut niveau qui découvriraient l'espace Point P Saint-Gobain et qui se disent, bah, après tout, oui, après ma carrière, il va falloir que je trouve une deuxième étape à ma vie, et c'est peut-être chez vous qu'ils vont la faire. Oui, on est convaincu que les valeurs étant si proches, un athlète de haut niveau apportera son effort, sa détermination dans notre métier, et il sera le bienvenu. Docteur, quand même, les tableaux de bord, parce que vous êtes en charge de la santé au travail du groupe Saint-Gobain, donc c'est quand même une très grosse entreprise. Est-ce que vous avez déjà, puisque tout ça a démarré en 2016, déjà perçu les effets, je dirais, sur la santé des collaborateurs, c'est-à-dire le rapport à l'alcool, le rapport aux toxiques, aux stupéfiants, la bonne santé, les arrêts cardiaques. Est-ce que ça, on a des tableaux de bord? Non, très franchement, je ne vais pas le dire là, maintenant. Pourquoi? Parce que ça nécessite de gérer des données de santé à un grand niveau du groupe. Voilà. D'avoir des systèmes qui nous permettent de récolter ces données. Alors on les a pour ce qui est pour nous déjà prioritaire et incontournable, fondamental, c'est les expositions aux risques pour la santé liées à nos activités. Quand on est exposé à la poussière ou exposé à des produits chimiques ou exposé à certains facteurs ergonomiques, ça on a. Par contre, manager des données, consolider des données de santé liées... Vous n'avez pas le droit. Alors, si, on a le droit, sauf qu'il faut les outils. Alors, on les a à un niveau plus restreint, de sites, d'établissements, mais à un niveau global de 170 000 salariés, on n'a pas. Vous ressentez même sur les arrêts de travail, ça, ce sont des données qui sont RH, oui. Qui sont aussi des données de santé. Est-ce que vous sentez, dans l'engagement des collaborateurs, l'idée que ce type de dynamisme, de dynamique, les réduit ou pas? C'est difficile. C'est dur. Très difficile parce qu'il y a déjà des facteurs et des critères, déjà ne serait-ce que le télétravail, qui est un des critères fondamentaux de jeu pour l'absentéisme. Ce que vous pouvez faire en télétravail. Oui. Période très particulière, en effet. Permettre d'éviter l'arrêt de travail, par exemple. Donc ça, non, on ne peut pas le dire. On est persuadé que c'est le cas. On ne peut pas le démontrer. Aujourd'hui, Point P a été impacté par le Covid, puisqu'on est dans des parenthèses un peu étranges. On n'est pas dans la stratégie classique, puisque finalement l'accueil public, les magasins, j'imagine, ont fermé. Vous avez continué à livrer ou pas aux artisans? Je vais vous répondre peut-être. Mais sur la santé au travail, étoffer ce que dit le docteur Thiocourt, on ne peut pas mesurer effectivement cela. Ce qu'on peut mesurer, par contre, c'est la fréquence des accidents. Et la fréquence des accidents, elle est vraiment en diminution
très forte année après année. Accident du travail. Accident du travail, sur des standards qui sont très inférieurs à ceux du benchmark. Un autre indicateur qu'on regarde, qui est indirectement lié, c'est le bonheur au travail. Est-ce que nos collaborateurs recommandent la société dans laquelle ils travaillent? Et là, l'impact est formidable, puisqu'on voit des collaborateurs qui sont hyper engagés chez Point P, avec ce qu'on appelle le NPS collaborateur, qui progresse fortement année après année. Donc pour nous, tout ça est un tout et va dans la bonne direction. Je fais le contrepoint. Cette question, elle vous est posée aussi à la Fondation, parce que vous évoquez la participation des sportifs de haut niveau, l'intérêt d'impliquer les salariés. Je dirais que c'est un bon élève, Saint-Gobain et Point P, mais ce n'est pas le cas de toutes les entreprises. On est loin du compte encore. On est loin du compte, mais on a un superbe événement qui s'appelle Paris 2024 et qui devrait motiver tout un tas d'entreprises à prendre exemple sur Point P, à prendre exemple aussi sur d'autres entreprises qui se sont engagées dans l'accompagnement des athlètes et qui, pour certaines, mettent d'ores et déjà en place des politiques de sport santé en entreprise. Et on peut se servir de cet événement pour engager davantage les entreprises françaises dans cette dynamique-là. Il y a une question d'acculturation qui est super importante. Allez-y, reprenez votre voix. Docteur, est-ce qu'on peut imaginer des salariés à 6h15, 6h25 déjà habillés, en train de faire des positions de tai chi, parce que la culture asiatique a apporté aussi ça. C'est ça, absolument. Allez-y. Oui, c'est ce qu'on appelle l'échauffement au travail. Parce que c'est un métier physique. D'abord, c'est un métier physique. Il y en a qui prennent leur poste très tôt, pas forcément chez Point P. Déjà, c'est tôt chez Point P, mais il y en a qui peuvent prendre leur poste un peu plus tôt. Et donc, on propose, oui, effectivement, ce qu'on appelle des échauffements et des étirements. C'est assez fréquent dans le groupe. Et là, par contre, sans avoir les données là en tête, je suis sûre que ça améliore nos taux de sinistralité et notre performance, notre productivité au travail. Excusez-moi de le dire comme ça un peu abruptement, mais sur l'enjeu business, le fait que vous en parliez sur ce plateau, que vous évoquiez votre implication de votre entreprise dont vous êtes le directeur général, est-ce que ça a une incidence sur cette clientèle dont on le dit, ce sont des artisans, ce sont des entrepreneurs, ce sont des gens qui... Est-ce que vous basculez aussi vers votre clientèle en leur disant, mais vous savez, on est très impliqué ou pas? Ou est-ce que c'est pas ça l'objectif? Alors, oui. Déjà, il faut réaliser que nous sommes 11 500 collaborateurs sur 1000 sites. Donc ça fait des équipes qui sont relativement petites, puisqu'en moyenne, ça ferait 11,5 par agence. Et donc ces équipes très petites, elles ont besoin de cette polyvalence, de cet esprit d'équipe, de cette collectivité. Et la corrélation que l'on fait, nous, c'est le lien entre le bien-être du collaborateur et le bien-être du client. Un collaborateur sportif motivé sera un collaborateur qui va vraisemblablement bien mieux recevoir le client, et on voit une progression entre ce qu'on appelle le NPS collaborateur et puis le NPS client. L'acronyme NPS, c'est le niveau... NPS, c'est le Net Promoter Score. C'est ça. Ce sont le rapport entre les clients qui recommandent une enseigne par rapport à ceux qui ne la recommandent pas. Et on voit à la fois le NPS collaborateur, le NPS client monter en parallèle. Donc ça, c'est vraiment clé. À quel moment vous implémentez vos sportifs de haut niveau? Parce que je repose la question, je la posais tout à l'heure à Charlotte, mais moi je l'ai vu effectivement dans le cas de la SNCF, où ils participent à des réunions. Comment ça se passe? Comment vous les faites rentrer, je dirais, dans la vie de l'entreprise, et à quel moment ils peuvent apporter leur valeur ajoutée? Alors, on a toujours dans le cadre du programme Conquête 2025 cette coélaboration de la stratégie que l'on fait région par région à travers des villages Conquête. Et dans ces villages Conquête, nos athlètes de haut niveau viennent faire de la démonstration. Moi, j'ai eu un petit cours de karaté avec Anne-Laure Florentin à Bordeaux lors du village Conquête. Pas mal. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'ils apportent aussi leur connaissance du sport, et j'imagine qu'en retour, eux aussi, ils peuvent apporter des choses, même dans la façon dont on se motive, dont on se prépare. Les deux mondes se rapprochent. Comment ça se passe, cette relation? Parce qu'on voit beaucoup de sportifs de haut niveau, très connus pour certains, qui font des conférences
devant des centaines de collaborateurs pour leur apprendre la motivation, le respect, l'engagement. C'est très important ça. Ce sont des modèles quand même, ces sportifs. Ce sont des modèles, mais les sportifs qui participent au pacte de performance sont davantage des ambassadeurs du sport santé en entreprise que des grands conférenciers. Je voulais vous entendre dire ça, c'est le sport santé. C'est le sport santé, parce qu'il faut se rendre compte d'une chose, c'est que les sportifs conférenciers, ils ont bien souvent terminé leur carrière, sont parfois des sportifs paralympiques qui ont des histoires de vie qui sont très fortes et qui permettent d'avoir un discours devant des salariés pendant 1 heure, parfois 2. La grande majorité des sportifs de haut niveau qui ont besoin d'aide en France, ils sont jeunes. Ils ont entre 18 et 25 ans. Et entre 18 et 25 ans, on a beau avoir vécu des choses très très fortes en compétition, de là à être capable de les exprimer devant un public de 100, 200, 300 salariés, ça devient très compliqué. Par contre, être en proximité avec les salariés, être capitaine d'une équipe sportive dans le cadre d'un défi comme le challenge.p, ça fonctionne très très bien. Je ne voulais pas demander, mais c'est une évidence, j'aurais dû vous demander dès le départ, c'est quoi les sports qu'on pratique? C'est le running, c'est le tir à l'arc, c'est les fléchettes, c'est, je sais pas, c'est le baby-foot? Alors quand on fait le challenge connecté, qui apparaît tous les 3 mois, ça sera la marche, la course, le vélo. Ouais, j'ai vu que c'était une sorte de triathlon. Hein. Voilà. Donc marche, course, vélo. Et puis on a des petits quiz pour encourager tous à participer. C'est pas parce qu'on n'est pas un grand sportif qu'on ne devrait pas participer. Ouais, l'idée c'est du sport santé, bien-être. Exactement. Plaisir. Et puis vous savez qu'on est sponsor du football, à la fois féminin et masculin. Et donc à travers ce sponsoring, non seulement on va voir les joueurs et les joueuses jouer, mais on se prépare un petit tournoi interne mix de football pour, quand les conditions sanitaires le permettront. Interne, dans lequel vous faites rentrer des professionnels? Non, ils regardent, ils restent. Il faut encore qu'on écrive le schéma. Ce qui était important pour nous, c'est toujours de mailler ce qu'on fait à l'extérieur et ce qu'on fait à l'intérieur. Donc c'est dans l'ADN de l'entreprise .p. Totalement. Enfin, on le sent, la manière dont vous vous exprimez, c'est vraiment à l'intérieur de vous, le sport est inhérent, je dirais, à la vie de l'entreprise. Juste docteur, tiens, pendant qu'on a un docteur sur le plateau, ce qui arrive rarement, le sport c'est bon, pourquoi? Qu'est-ce que ça nous évite d'avoir quand on fait du sport? Le sport, c'est intéressant pour soi, et puis pour une collectivité. C'est intéressant pour le physique, la santé physique, pour la santé mentale. Classiquement, ça prévient les risques cardiovasculaires, le diabète, le cancer. Au niveau cardiovasculaire, ça diminue la pression artérielle, ça prévient l'artérosclérose, c'est-à-dire les vaisseaux, parce que ça renforce l'élasticité des vaisseaux. Au niveau de la masse musculaire et osseuse, ça renforce la masse musculaire et osseuse, parce que tout ça, ça vit, ça fonctionne, il y a un métabolisme qui est accéléré. Évidemment, ça réduit l'anxiété, le stress, ça augmente la concentration, ça augmente la tension, ça améliore le sommeil. Ça devrait être remboursé par la sécurité sociale, ce sport. Et puis, ça réduit la balance énergétique, quoi. Hein. Ça permet de maintenir son poids. On perd du poids aussi un peu. On peut en perdre. Il faut faire attention à dire le sport fait perdre du poids. En tout cas, on le maintient. Moi, je vais vous dire une chose, dans mon passé, j'ai été médecin du travail dans une autre société, j'avais des ouvriers qui me disaient, moi pourquoi vous avez réussi à maigrir, monsieur Duchemol, on va dire? Eh bien, parce que j'ai fait le régime BLM. Ah, bon, je ne connais pas. Je connais le maillot, je connais le Montignac, je ne connais pas le régime BLM. Bah, bouffe la moitié. Donc, bouffe la moitié. D'accord, bon. Donc, on ne maigrit que quand on équilibre notre balance énergétique. Alors, c'est vrai que le sport, ça consomme. Mais souvent, ça donne faim quand même. Bien sûr, ça Donc, creuse. il faut quand même équilibrer. On ne peut pas faire du sport sans la masse musculaire pèse plus Et puis lourd la masse que... musculaire, oui, c'est sûr. Juste 2025, c'est pas pour vous challenger sur votre date, parce que 2016-2025, c'est ça le challenge. Vous en êtes où là sur les 18 défis et pourquoi 2025? Ça s'arrête en 2025 pour arrête le sport à partir de 2025? Je vous taquine évidemment. C'est un process continu. Quand un chantier se termine, on le clôture. Il est important pour nous de regarder quels sont les nouveaux chantiers à ouvrir. Il y a 2 ans qu'on s'est réunis, on a remis une pièce dans la machine, si je puis dire, et on s'est donné un motto qui était plus rapide pour le client, plus simple pour le collaborateur. Et ça nous a donné du travail actif depuis 2 ans. Donc il y a toujours quelque chose à réinventer. Et Conquête 2025, plus qu'un objectif, c'est une manière de travailler ensemble, en collaboration.
Alors vous en avez d'ailleurs fait un document remis aux journalistes dont je fais partie, Point P, le sport, la réussite sur tous les terrains, avec du running sur le tapis, de la course extérieure, votre marque évidemment, qui montre aussi votre engagement, qui est un engagement profond. Je vous repose la question, vous nous avez dit, il y a plein d'outils, les entreprises peuvent s'y mettre, mais néanmoins, elles ne s'y mettent pas. Quels sont les freins ? Tant dans les PME que dans les grands groupes, qu'est-ce qui se passe ? C'est pas dans notre culture occidentale ? Il y a une question de culture et il y a une question de législation aussi, puisque jusque très récemment, le sport en entreprise était considéré comme un avantage en nature, soumis aux charges sociales et à l'URSSAF, exactement. Et c'est Adidas qui en avait fait les frais de mémoire en 2016. Avec un procès qui a fait jurisprudence et qui a conduit très récemment, dans le cadre de la loi sur le financement de l'assurance maladie, à exonérer de charges sociales la prise en charge par les entreprises des activités sportives collectives. Pour le dire simplement, un coach vient faire du yoga, un coach vient faire du running en emmenant les collaborateurs entre midi et 2. Avant, il y avait de l'URSSAF, plus aujourd'hui. Alors, ce qui est dépensé par l'entreprise n'est plus assujetti aux charges. On n'est pas encore au maximum, puisque une entreprise qui met en place ou à disposition une salle de sport ou des équipements de type douche, vestiaire, parce que c'est parfois ça qui manque, notamment dans les PME, ça commence par là, elle est totalement exonérée de charges sociales. Une entreprise qui paye un prof de yoga, un prof de crossfit ou de n'importe quoi pour venir donner des cours de sport aux salariés, elle est exonérée de charges sociales dans la limite d'un certain montant. D'accord, donc ce n'est pas une exonération totale. Ce n'est pas une exonération totale. Et lorsque l'entreprise décide de donner des coupons sport ou de favoriser le sport pour ses salariés, mais hors de l'entreprise, hors du circuit collectif, il n'y a pas encore d'exonération sociale, de charges sociales, alors qu'on pourrait imaginer que pour faire de la France une nation sportive, ça puisse être le cas. Ah oui, vous l'évoquiez, 2024, c'est demain. Exact. C'est demain, ces Jeux Olympiques. Il faut que l'ensemble des parties prenantes, dont les entreprises... vous avez des travaux en réseau avec vos collègues d'autres entreprises, peut-être pas forcément des concurrents dans d'autres secteurs. Est-ce que vous faites un peu de prosélytisme sur l'action que vous menez en disant « mais regarde, ça marche, ça fonctionne chez nous ». Je crois que le prosélytisme, il est déjà essentiellement avec nos clients, avec nos fournisseurs. Et ça s'arrête un peu là sur les échanges, puisque vous savez que nos échanges avec nos confrères sont très réglementés. Oui, bien sûr. Non, mais je veux dire, même dans des clubs, dans des réseaux où certains s'interrogent et aimeraient basculer et se disent « j'y vais pas ». Ça doit vous surprendre que des grandes entreprises n'y aillent pas, alors que ça fonctionne. Vous avez des bons résultats. Oui, mais plus que Point P, je crois vraiment que ce sport est très associé au monde du bâtiment. Que dans le monde du bâtiment, on est peut-être plus que d'autres secteurs impliqués dans cette valeur. Vous voyez, il n'y a pas que le football et Point P, il y a le rugby, il y a tous ces autres sports qui sont très attirants. Donc je crois que mes confrères sont aussi très engagés dans cette dynamique du sport. Donc je crois que le bâtiment est très impliqué là-dedans. Très fair play, Nicolas Godet, très fair play, évidemment. Je précise que c'est au mois d'octobre, mais l'enseigne a décidé que ses collaborateurs doivent verser 6 868 €, je voulais le préciser, je pense que c'est la somme exacte à un fonds de solidarité, soutient ton club. Alors ça, c'est parce qu'on n'a pas assez couru, puisque à chaque kilomètre parcouru en plus, il y a une obole supplémentaire. Donc chaque point dans le challenge connecté est converti évidemment en euros. En euros. Mais il manquait combien ? 6 800 km ? Non, on avait fait 300 000 km. 300 000 km. Alors 6 868, ça fait combien de kilomètres pour conclure ? Manquant ? Ah non, mais c'était sur la plaisanterie. Je pense qu'à chaque fois, on est en train d'attirer de plus en plus de collaborateurs. Aujourd'hui, on a 1500 collaborateurs qui courent dans ce challenge connecté. Évidemment, plus on sera et plus on courra, plus on pourra contribuer à ces associations. Donc ça, c'était des kilomètres courus. C'est pas des kilomètres manquants, les 6 800. C'est tout ce qui avait été couru et accumulé. C'est ce qu'on a, cagnoté, en fait. Cagnoté, c'est ce qui a été cagnoté. Merci à vous, c'était un vrai plaisir. Vive le sport en général d'ailleurs, parce que j'aime le sport. Et puis aussi, vive le sport dans les entreprises quand elles le peuvent et quand elles peuvent aménager évidemment des espaces de repos aussi, peut-être même de détente pour les rendre plus performants, moins agressifs peut-être aussi, c'est l'occasion de moins s'engueuler. Merci Nicolas Godet, directeur général de Point P, DGA de Saint-Gobain. Distribution bâtiment, bien sûr. Et c'est 11 500 collaborateurs sur des petites unités.
c'est ça, hein, vous l'évoquiez, de 11 salariés à peu près. Merci de nous avoir rendu visite. C'est Conquête 2025 pour vous. Donc il vous reste 3 ans, enfin un peu plus de 3 ans. Geneviève Fiocourt, merci, directrice générale et santé au travail du groupe Saint-Gobain. Et puis Charlotte Ferraille, déléguée générale de la Fondation du Sport. Elle porte le sport haut et fort et elle va prophétiser au sein des entreprises, entre autres. Tout à fait. C'est mon job. Merci d'être venu sur le plateau. On termine avec Fenêtre sur l'emploi. C'est tout de suite. Fenêtre sur l'emploi, on parle recrutement aujourd'hui, recrutement chez Mazars. On en parle avec Firas Aboumeri. Bonjour Firas, merci d'être avec nous, associé chez Mazars France. Et vous êtes en charge donc du secteur conseil aux entreprises en matière de finance, hein, secteur finance. D'abord, un petit mot sur tous ces recrutements. Ça cartonne en ce moment. Les entreprises ont besoin de vos conseils. Alors, ça cartonne en effet. Nos entreprises se développent, nos clients se développent, nos clients se transforment et ils ont besoin de nous. Donc, on recrute pour pouvoir les accompagner. Vous avez recruté, alors j'ai un chiffre brut, plus de 1000 recrutements cette année. Alors, plus de 1000 cette année, on vise 1400 l'an prochain, donc une augmentation de 40%. Donc ça montre le dynamisme du marché, ça montre le dynamisme de Mazars. 1400 sur l'ensemble du territoire français ou 1400 sur l'ensemble du groupe Mazars? Non, 1400 sur le territoire français. Le territoire français, disséminé sur l'ensemble de vos bureaux ou principalement des postes qui seront sur Paris? Alors sur Paris, qui est notre bureau principal, mais aussi disséminé sur nos 40 bureaux en région. Alors, c'est une émission qui parle d'emploi, évidemment. Quel est le profil de ceux que vous recherchez? Parce que sur ce plateau, très souvent, on a des recruteurs, on a des grandes entreprises, et les plus petites, qui cherchent le mouton à 5 pattes, qui cherchent l'ingénieur ayant toutes les compétences. Est-ce que vous allez recruter des gens en sortant d'école ou vous cherchez plutôt des seniors? Alors, on cherche les deux. On cherche, donc la moitié de nos recrutements sont des jeunes diplômés qui sortent d'écoles de commerce, d'ingénieurs ou d'universités. Et l'autre moitié sont des profils expérimentés, entre 2 à 10 ans d'expérience, qui ont déjà une expérience dans nos métiers ou dans des métiers proches et qui veulent réorienter leur carrière dans une entreprise, dans un cabinet dynamique comme le nôtre. Alors, les enjeux aujourd'hui, parce que vous dites les clients font appel à nous et on le comprend, et par ailleurs, vous êtes obligé de recruter beaucoup. Qu'est-ce qu'ils attendent de vous, vos clients? On est dans des fusions-acquisitions, on est dans des transformations, Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sollicitent Mazars? Aujourd'hui, donc, sur nos métiers, on accompagne nos clients sur 3 problématiques, les transactions, le financement et les crises et litiges. Donc les transactions, aujourd'hui, nos clients se développent, font des acquisitions, mais aussi font des cessions pour se réorienter sur leur métier stratégique. Nos clients développent de nouveaux projets, donc ont besoin de financement pour accompagner ces projets. Et puis, pour certains d'entre eux, malheureusement, rencontrent des crises, font face à des litiges pour lesquels ils ont besoin d'un expert financier. Et c'est là où ils ont besoin de nos services. Ça veut dire aujourd'hui que par le nombre de personnes, 1400 donc pour l'année 2022, si j'ai bien compris, oui. Puisque l'année 2021 se termine presque, enfin on rentre dans le dernier mois, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de crises, de difficultés ou de réorientation stratégique liées au Covid, j'imagine? Alors en sortie de crise, on a beaucoup de nos clients qui profitent de cette sortie de crise pour réfléchir à leur business, pour réfléchir à leur orientation stratégique et qui lancent énormément de projets qui ont besoin d'accompagnement, qui ont besoin de conseils. Ça veut dire que ceux que vous allez recruter, ceux qui vont présenter leur CV et je l'espère être reçus, sont des collaborateurs qui seront considérés comme des consultants. Ils partent combien de temps? Ils restent dans l'entreprise? C'est quoi? C'est un peu comme la formule SS2I ou pas? Ou c'est juste du coup à coup, on fait une visio et on accompagne? Ou est-ce qu'ensuite les consultants vont et restent quelque temps dans l'entreprise? Alors, sur nos métiers de Financial Advisory Services, on fonctionne dans ce qu'on appelle un mode projet. Donc, une entreprise nous mandate pour un projet qui dure entre 3 à 6 semaines. C'est ça. Et donc, on va constituer une équipe qui va travailler sur ce projet. Sur site? Pas forcément. Pas toujours. Donc, ça peut être une interaction en partie sur site, en partie à distance. On cale les interactions avec nos clients en amont. Et puis, on s'organise. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le télétravail, on a plutôt tendance à être sur un modèle hybride.
de travail à distance et puis de réunions, de points de rencontre physiques. Alors, Firas Aboumeri, une question qu'on pose à tous nos invités qui, beaucoup nous disent depuis presque un an maintenant, on peine à recruter et encore plus en cette rentrée de septembre, ça fait 3 mois, et on nous dit pénurie, nous ne trouvons pas les collaborateurs qui vont. Est-ce que dans votre secteur, vous n'avez aucun souci de recrutement ? Je n'irai pas jusque-là. Vous Aujourd'hui, aussi, c'est compliqué. On est sur un marché qui est très tendu. Ce qui nous semble important, c'est communiquer sur qui on est et pourquoi c'est intéressant de nous rejoindre. Donc communiquer sur nos forces, sur nos valeurs. Aujourd'hui, on propose à ceux qui nous rejoignent une liberté d'entreprendre qui est très importante. Par exemple, récemment, on a supprimé les clauses d'exclusivité de nos contrats de travail pour permettre à ceux qui nous rejoignent d'exercer une autre activité en parallèle de leur activité Mazars, s'ils le souhaitent. Donc vous ouvrez aux slashers, comme on les appelle, les slashers. Il peut y avoir 2 activités. On ouvre aux slashers, oui, tout à fait. Quels sont, je dirais, les éléments attractifs ? Et vous avez évoqué, mais vous l'avez dit rapidement, le télétravail, c'est aussi inclus dans la proposition pour les futurs collaborateurs ? Ce n'est pas uniquement le télétravail, mais c'est l'équilibre entre télétravail et point de rencontre. Aujourd'hui, après la période qu'on a vécue, on sent une envie de retour au bureau, une envie de se reconnecter à ses collègues, une envie de retrouver le contact physique, tout en gardant cette liberté qui est accordée par le télétravail. Donc on s'oriente vers un modèle hybride, aujourd'hui, qui est largement plébiscité par nos équipes. Qu'est-ce que vous disent ceux que vous avez envie de recruter ? Parce qu'il y a à la fois ceux qui poussent la porte de Mazars, qui est un cabinet très prestigieux, international, qui est connu, qui est une marque. Et puis il y a ceux que vous avez envie de recruter, que vous visez, que vous chassez. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Qu'est-ce qu'ils exigent de vous pour venir ? Hormis le salaire, évidemment, puisqu'il y a la négociation de salaire. Alors, hormis le salaire, ils demandent des carrières rapides et intéressantes. Ils demandent une possibilité d'être exposés à l'international. Ils demandent un management bienveillant. Ils demandent un équilibre vie pro, vie perso. Voilà, donc c'est l'ensemble de ces paramètres sur lesquels on travaille au quotidien. C'est intéressant ce que vous soulevez, le management bienveillant, parce que c'est vrai que dans les cabinets de conseil, pour ceux qui démarrent dans les cabinets de conseil, on vous dit l'expérience est formidable, mais qu'est-ce que c'est dur ? Et vous nous dites là aujourd'hui qu'ils souhaitent quand même un management bienveillant. Ça aussi, c'est une évolution quand même liée à la crise Covid, non ? Vous le ressentez ? Chez nous, ce n'est pas une évolution. C'est un trait de fabrique chez Mazars depuis longtemps. Le management. Le management bienveillant, la confiance qu'on accorde aux collaborateurs, le fait de les laisser piloter leur carrière, leur laisser un champ d'action. Donc, c'est notre fonctionnement depuis toujours. Merci Firas Aboumeri. 2021, 1000 recrutements chez Mazars et vous êtes à 1400 pour 2022. Donc allez donc jeter un œil dans l'onglet recrutement chez Mazars, ce cabinet de conseil. Firas Aboumeri, associé Mazars France, faut-il le préciser. 1400 collaborateurs recrutés, à recruter. J'imagine que vous avez déjà commencé évidemment les recrutements. Merci d'être venu sur le plateau pour terminer notre émission. C'est terminé, je vous retrouve demain évidemment. Je remercie toute l'équipe, Mani à la réalisation. Je remercie Alexandre au son et puis je remercie Fanny Griesmer et Margot Ruot qui m'accompagnent dans Smart Job. Je serai là demain. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.